Professeur, bonjour, bonjour. Bonjour. Que le docteur Robinson nous dit, est-ce que c'est bon? C'est bon, prof, on peut commencer. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue dans cette dernière séance de notre cours sur le contenu local dans les pays miniers d'Afrique. Après avoir présenté le constat des efforts qui sont réalisés jusque-là par les États en termes de promotion et de mise en œuvre du contenu local, nous avons ensuite présenté les goulots d'étranglement qui persistent dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local. C'est ce que nous avons fait hier. Et pour l'essentiel, nous avons dit que à un engagement contrasté des États. On a des États qui ont des ambitions très élevées en termes de mise en œuvre du contenu local, d'autres qui traînent encore la patte. Nous avons également dit que ces goulots d'étranglement tenaient, entre autres, aux faiblesses des capacités humaines en Afrique, au niveau de technicité très élevé des activités minières, à la faible inscription de la formation professionnelle dans la logique de contenu local, à l'absence de sanctions en cas de non-respect des obligations qui sont liées au contenu local, à la faiblesse des tissus industriels africains, à la contrariété aussi des politiques de contenu local avec les engagements internationaux des États. Nous avons évoqué notamment les traités bilatéraux d'investissement et les accords de l'OMC qui interdisent toute forme de préférence nationale. Nous avons aussi évoqué, entre autres, le climat des affaires qui est très peu favorable en Afrique. Donc, on va essayer, dans le cadre de ce troisième chapitre, troisième et dernier, essayer de proposer quelque chose pour améliorer. Donc, c'est pour cela que nous avons ce chapitre 3 intitulé Défis et perspectives liés à la mise en œuvre du contenu local en Afrique. Donc, tel que nous l'avons vu dans le chapitre précédent, à travers les nombreux goulots d'étranglement qui persistent, le contenu local représente un vaste chantier face à la complexité de l'industrie minière et l'importance des considérations géopolitiques qui entourent l'exploitation des ressources naturelles. Et donc, la mise en œuvre effective du contenu local va au-delà des simples déclarations de principe ou de l'élaboration d'un Local Content Act, comme on l'a vu dans les pays d'expression anglo-saxonne. La mise en œuvre doit se démarquer d'un souverainisme minier qui privilégierait le recours à l'émotion ou alors à une véritable réflexion stratégique dans la définition des priorités de la riposte que les pays africains doivent avoir dans ce domaine. Et donc, en s'inspirant des expériences des pays africains qui sont considérés comme les plus avancés dans la promotion du contenu local, on se rend compte qu'il est nécessaire dans chaque pays aujourd'hui de mettre en place une politique nationale de promotion du contenu local. C'est ce que nous allons essayer de voir dans la première section de ce chapitre. Cependant, compte tenu du fait qu'une politique de contenu local trop ambitieuse, voire paralysante, pourrait conduire à des effets pervers, certains écueils sont également à éviter. C'est ce que nous verrons dans le cadre de la deuxième section. Donc, première section sera la nécessité d'une politique nationale de promotion du contenu local. Et la seconde section portera sur les écueils à éviter et les défis à relever dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local en Afrique. Passons tout de suite à
la première section, comme je l'ai dit, la nécessité d'une politique nationale de promotion du contenu local. Souvenez-vous, dans l'introduction de ce cours, nous avons relevé que dès les années 90, l'Afrique du Sud avait adopté ce qu'on a appelé le Black Economic Empowerment, qui était appliqué à tous les secteurs d'activité afin de corriger les inégalités qui étaient issues de la politique d'apartheid. Cette vision a instauré des incitations et des obligations en matière d'embauche et de formation de certaines populations locales dans tous les secteurs économiques. Nous avons également relevé le cas de l'Algérie, qui a fait de même en saupoudrant son cadre juridique d'un peu de contenu local. Donc, l'idée ici, c'est de dire qu'au-delà d'un simple saupoudrage, les États les plus avancés en matière de contenu local sont allés plus loin en adoptant des lois spécifiques qui sont dédiées au contenu local au niveau national et pas simplement des lois disparates dans des secteurs d'activité déterminés. Et donc, nous pensons qu'une réflexion sur le contenu local devrait être envisagée de manière holistique, de manière globale, afin de permettre aux États producteurs, aux États africains, de mener une réflexion stratégique sur la question du développement dans son ensemble. Son application dans le secteur extractif qui nous intéresse ici implique la mise sur pied des stratégies dont l'objectif est de favoriser l'effet d'entraînement nécessaire à la transformation structurelle et à la diversification des économies africaines. Donc, il s'agit en substance de modifier le regard et la philosophie à la base de la gestion des industries extractives afin de faire de l'exploitation des ressources naturelles le moteur du développement d'autres secteurs de l'économie. Certains États africains l'ont compris. C'est le cas notamment, et nous avons déjà évoqué ces États qui ont des politiques nationales de contenu local, notamment la Guinée ou encore le Sénégal, pour ce qui est de l'Afrique francophone, ou encore pour les États de l'Afrique anglophone. On a le Nigeria, l'Angola, le Ghana, le Botswana, pour ce qui est de l'Afrique anglophone. Donc, nous allons essayer de voir ce qui se passe dans ces deux différents aires géographiques en matière de stratégie au niveau national. Donc, prenons d'abord le cas de l'Afrique francophone avec des pays comme la Guinée et le Sénégal. D'abord, l'exemple de la Guinée et du Sénégal. Nous avons dit qu'au niveau de la Guinée, il y a ce qu'on a appelé la lettre guinéenne de politique nationale du contenu local. Depuis avril 2017, la Guinée a adopté cette lettre de politique nationale du contenu local. Et une telle politique permet de mettre en place des actions gouvernementales robustes et coordonnées conformément aux objectifs de promotion et d'attraction des investissements directs étrangers qui sont poursuivis par le gouvernement. Vous voyez, quand on parle de lettre de politique nationale, elle s'applique à tous les secteurs d'activité parce que, souvenez-vous, dans l'introduction de ce cours, nous avons dit que le champ d'application du contenu local va au-delà du simple secteur extractif et couvre tous les autres secteurs d'activité, notamment forestière, d'exploitation forestière, agricole et que sais-je encore. Donc, s'il n'y a pas au niveau national une politique nationale du contenu local qui serait ensuite déclinée de manière sectorielle, les objectifs ne seront pas atteints. Et donc, un document au niveau national peut se traduire au niveau sectoriel par des politiques sectorielles de contenu local en tenant compte des spécificités de chaque secteur concerné. La gouvernance de la politique de contenu local est assurée en Guinée,
au niveau national par un observatoire et au niveau sectoriel par des comités sectoriels de pilotage. Nous avons dit que en Grande-Bretagne, où le concept est né, il y avait l'OSO, qui était cet organe de contrôle qui veillait à ce que les pourcentages qui étaient définis par les textes soient respectés. Donc, on peut avoir au niveau national un observatoire et au niveau sectoriel, dans chaque secteur d'activité, par exemple agricole et autres, des comités sectoriels de pilotage qui veillent à ce que tous les textes sont respectés et qui font remonter au niveau de l'Observatoire national. Ce n'est que de cette façon qu'on peut avoir une politique de contenu local robuste et coordonnée au niveau de l'ensemble du pays. Donc, faisant écho à cette lettre guinéenne de politique nationale du contenu local, le ministère guinéen des Mines et de la Géologie a mis en place une lettre de politique de promotion du contenu local dans le secteur minier. Donc, il va de soi que le succès d'une telle politique de promotion du contenu local dépend de l'engagement de l'industrie minière dans sa mise en œuvre, du moins pour ce qui est du secteur minier. Parce que nous avons dit, on peut également avoir des déclinaisons dans d'autres secteurs, les bâtiments et travaux publics et l'exploitation forestière et autres. Donc, il faut donc que chaque secteur ait un engagement et une volonté réelle dans la mise en œuvre de la politique nationale, de la politique de contenu local qui est déclinée au niveau national. Voyons maintenant le cas du Sénégal avec la stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier sénégalais. Vous voyez qu'à la différence de la Guinée que nous venons de voir, le Sénégal a également sa stratégie nationale, même si sa stratégie nationale est limitée au secteur minier, alors que la lettre de politique nationale guinéenne concerne tous les secteurs d'activité. Ici, le Sénégal a une politique nationale concernant le secteur minier. Donc, c'est encore un peu, à notre avis, sectoriel. Ça concerne un secteur, les mines. Et cette stratégie déclinée au niveau national a été initiée par le ministère des Mines et de la Géologie, conformément aux recommandations communautaires de la CEDEAO. Vous voyez que c'est une recommandation de la CEDEAO. Veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. D'accord, merci. Je disais donc que vous voyez que le code minier de la CEDEAO prévoit qu'il y ait des politiques nationales de contenu local. Et donc, ce n'est qu'en application de cette recommandation communautaire de la CEDEAO que le Sénégal a mis en place sa stratégie nationale de développement du contenu local dans le secteur minier. Et le Sénégal respecte aussi par là la vision du régime minier pour l'Afrique, la vision minière africaine dont nous avons parlé dans nos précédentes interventions, et se conforme aussi en même temps à ce qu'ils ont appelé au Sénégal le plan Sénégal émergent. Donc, quoique cette stratégie nationale de développement du contenu local est limitée au secteur minier, cette stratégie ambitionne dans son objectif stratégique numéro 4 la mise en place d'un comité national de suivi du contenu local. Comité national de suivi du contenu local, CNSCL, qui est un organe de supervision spécifiquement dédié au suivi et à l'évaluation des progrès en matière de contenu local. Donc voilà, bien que ce soit une stratégie qui soit limitée à un aspect particulier au domaine des mines, on note quand même comme point positif qu'il y a un organe qui se charge du suivi et du contrôle de ce qui est prévu au niveau national pour s'assurer que, effectivement,
ce qui est prévu par les textes est respecté. Prenons maintenant le cas des pays anglo-saxons que nous avons qualifiés comme étant les plus avancés. Nous allons citer le cas du Nigeria, du Ghana et de l'Angola. Des pays comme le Nigeria, le Ghana et l'Angola que nous venons de citer disposent eux aussi des politiques qui sont relativement claires en matière de promotion du contenu local dans le secteur extractif. Ces trois pays disposent des politiques de contenu local, et nous l'avons déjà dit, parmi les mieux élaborées et les plus ambitieuses d'Afrique. Le Nigeria et le Ghana peuvent être considérés comme les seuls pays du Golfe africain véritablement engagés dans un processus global de réforme s'inspirant de la vision minière africaine. Ces pays, et nous l'avons déjà dit aussi, ont des ambitions au-delà de 50%. Nous avons vu que le Ghana recommande même aux opérateurs de s'approvisionner en priorité auprès des fournisseurs nationaux, locaux, même si les intrants sont 10% plus chers. Donc, ce sont des ambitions qui sont très, très élevées. Donc, tout ce qui précède démontre de la nécessité de mettre sur pied au niveau national une politique de promotion du contenu local applicable à tous les secteurs d'activité, comme l'industrie minière, forestière, l'agro-industrie, les bâtiments et les travaux publics, les marchés publics, et j'en passe. Et tout cela dans l'optique de maximiser les retombées économiques et sociales découlant des investissements dans tous ces secteurs. Parce que, comme nous l'avons dit, la mise sur pied d'une politique de contenu local au niveau national présente un certain nombre d'avantages. Voyons donc quels sont ces avantages qui sont liés à l'adoption d'une politique nationale de contenu local. En haut, on avait déjà évoqué le fait que ce soit des actions coordonnées, robustes, qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différentes administrations en ce qui concerne le contenu local. Du moment où on a déjà une politique nationale. Voilà quelques avantages. Donc, les analyses indiquent que les sociétés minières ont une visibilité, une sensibilité variable par rapport aux problématiques de contenu local, en particulier des achats locaux, les achats des intrants, en fonction de leur statut international, des substances qu'elles exploitent et des pressions qui sont exercées par les communautés riveraines sur la stabilité de leurs opérations. Dès lors, l'absence d'un cadre harmonisé et des outils de suivi permettant d'encadrer les procédures et les attentes en termes de participation locale conduisent très souvent à une prise en charge très variée, diversifiée, des problématiques de contenu local d'un secteur à l'autre. Les politiques sectorielles de contenu local donnent l'impression qu'en plus des contraintes générales contenues dans le Code des investissements, l'État ajoute ou impose de nouvelles contraintes réglementaires dans le secteur concerné. Donc, vous voyez un peu, si un investisseur arrive dans un pays et après avoir lu le Code des investissements, alors on lui sort encore des choses concernant le contenu local qui ne sont pas mentionnées dans une stratégie nationale, alors l'entreprise percevra cela comme étant des contraintes additionnelles. C'est pour ça qu'on peut décliner tout cela au niveau national et puis peut-être mettre tout cela dans le code des investissements. Là, l'investisseur sait que quel que soit le secteur d'activité, voilà la politique nationale de contenu local dans ce pays. Donc, l'avantage est d'avoir une politique nationale de contenu local qui est claire, une politique de contenu local
qui soit le résultat d'une réflexion stratégique globale sur le développement économique du pays tout entier, mettant en place des organismes de contrôle et en prévoyant également des sanctions en cas de non-respect. Sinon, à l'inverse, l'approche sectorielle serait une cause de disharmonie, de chevauchement, voire de conflit par manque de concertation et de coordination intersectorielle entre les différentes administrations qui sont concernées par les politiques d'utilisation de la terre. Or, on ne doit jamais l'oublier, toutes les dynamiques de production des ressources naturelles ont comme support de production le sol. Donc, s'il n'y a pas une politique harmonisée d'utilisation du sol, on va aboutir forcément à des chevauchements, à des conflits entre les différentes administrations. Toutes les dynamiques de production des ressources naturelles ont pour seul support de production le sol, que ce soit les mines, les forêts, l'agriculture, ça relève de l'exploitation du sol. Et tout cela doit se faire de manière ordonnée. Imaginez, vous savez, très souvent, les mines sont sous des forêts. Et donc, si ce n'est pas harmonisé avec l'exploitation minière, n'est pas harmonisé avec l'exploitation forestière, ou alors les populations qui veulent des espaces pour l'agriculture, ou même des grandes industries qui ont besoin des espaces, et qu'il y a des mines dans ces endroits, vous voyez, il faut qu'il y ait une coordination, que cela se fasse de manière coordonnée selon la stratégie nationale, selon les priorités qui sont définies par les États. Parfois, il faut faire des arbitrages et décider des priorités. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par l'agriculture, on commence par l'exploitation minière, et ainsi de suite. Donc voilà. Et on sait qu'après l'exploitation, il faut remettre en l'état, le site en état, et puis peut-être qui peut être exploité à d'autres fins, et ainsi de suite. Tout cela doit être fait de manière coordonnée, puisque, comme nous l'avons dit, toutes les dynamiques de production ont pour support de production le sol. Donc voilà les avantages qui sont liés à l'adoption d'une politique nationale de contenu local. Passons maintenant à la section 2 pour voir les différents écueils qui sont à éviter. Peut-être avant d'en arriver là, je voudrais qu'on marque une pause comme à notre habitude pour essayer de discuter un peu sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous pensez que la politique de contenu local doit être déclinée au niveau national et qu'on ait des politiques sectorielles dans divers secteurs d'activité? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans vos pays? Est-ce que c'est une bonne chose? Et on peut également s'inspirer des expériences d'autres pays. Donc, une petite pause. Pas de pause, je vais dire un échange. Si vous avez des apports, des contributions. Bonjour, professeur. Bonjour, professeur. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Oui, vous m'avez suivi jusque-là? bonjour, cher professeur. Bonjour, bonjour maître. Excusez-moi, je voulais juste appuyer en fait, cette première partie dont vous venez d'introduire. Dans notre pays, ici en RDC, en fait, la politique du contenu local ou l'avantage de développer les communautés locales, ou soit dans les cas d'embauche, dans les cas de ceci, soit de transfert de propriété, on sent que, en fait, en fait, chaque secteur spécifique, il n'y a pas vraiment de manière explicite, n'est-ce pas, le règle des contenus local.
Mais on voit en RDC, telle que la loi sur les sous-traitances, vous verrez que cette loi-là euh, ne- n'intervient pas simplement sur en fait, la chaîne de valeur minière ou soit dans la politique extractive, n'est-ce pas, de minerais dans notre pays. Mais vous verrez que cette loi-là insiste sur l'applicabilité du contenu local, non seulement dans le secteur minier, mais dans le secteur des commerces privés, Oui, dans beaucoup de secteurs. Dans beaucoup de secteurs, vous trouverez que effectivement. non, voilà, en tout cas, cette est derrière tous les exploitants ou soit des intervenants dans ce secteur-là. Mais ce que vous venez d'expliquer, c'est vraiment fondé dans le sens où, pour moi, il serait mieux dans la langue que dans chaque secteur qu'on puisse bien spécifier, comme vous aviez toujours dit, la loi spéciale déroge sur la loi générale. Donc, spécifiquement dans chaque loi, comme c'est spécial, on puisse insister ou marteler sur l'applicabilité du contenu local. Là, ça serait quand même une bonne chose. Mais du moins, cette structure-là, sur les sous-traitances, quand même, ça, en fait, c'est une structure qui fait le suivi, n'est-ce pas, sur l'applicabilité du contenu local, que ce soit dans le secteur minier ou dans d'autres secteurs. Voilà ce que je voulais dire de ce qui se pratique ici en RDC. Voilà. Merci beaucoup, maître. Effectivement, la loi sur la sous-traitance, elle s'applique à tous les secteurs d'activité. Mais on a un écho désagréable qui revient, si c'est à mon niveau. Ouais, d'accord, là c'est réglé. Je disais que l'idéal aurait été qu'on ait au niveau national une politique nationale, peut-être une loi, comme vous avez dit, une loi sur le contenu local au niveau national et qui concerne tous les aspects du contenu local. Nous avons vu tout ce qui peut rentrer dans le contenu local. Ça peut être les bâtiments et travaux publics, ça peut être la sous-traitance, ça peut être l'emploi, ça peut être l'approvisionnement en intrants, ça peut être voilà, la prise d'intérêt dans le capital des sociétés. Voilà, il faut qu'il y ait une loi qui réglemente tout cela. Et maintenant, même s'il y a des déclinaisons dans différents secteurs d'activité, donc ouais, la sous-traitance n'est qu'un aspect du contenu local. Ce n'est qu'un petit aspect. Alors, il faut que tout cela soit réglementé au niveau national et puis décline dans d'autres secteurs d'activité. S'il vous plaît, professeur, je voulais ajouter Merci quelque chose. beaucoup. Est-ce qu'on a... Oui, 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 effectivement, comme vous venez de le dire, on voit aussi dans le secteur, en fait, en droit du travail, le code du travail congolais insiste éventuellement sur ça. Lorsqu'il faut parler de la préférence d'embauche, la loi du travail, la loi en matière de travail insiste sur, en fait, la préférence sur les nationaux. Ça, c'est quand même une oui, politique nationale épuisé dans le droit congolais du travail. Et il y a aussi en fait, des dispositions comme ça qui en fait, valorisent, n'est-ce pas, l'embauche locale par rapport aux expatriés. Ça, c'est aussi un aspect que je voulais ajouter. Merci. oui, tout à fait. Merci. Vous voyez que c'est le cas dans la majorité des pays africains, hein. Les politiques de contenu local sont un peu disparates et éparpillées dans plusieurs textes. Donc, si on veut savoir ce que dit le contenu local dans un pays, il faut aller interroger au moins 5, 6, 7, voire 8 textes pour être fixé. Et parfois, on verra qu'il y a des vides juridiques, alors que le mérite d'avoir une loi nationale, c'est on a tous les aspects du contenu local, on a de manière claire et précise. Peut-être on dit, bon, la main-d'œuvre, on doit recruter au niveau, en fait, le seuil au niveau national réservé aux nationaux, c'est 80%. On dit peut-être sous réserve euh, peut-être des dispositions plus favorables dans certains secteurs d'activité. Et maintenant, dans le secteur concerné, il faudra préciser que bon, dans tel secteur, ce sera de tel pourcent en fonction des ressources qu'on a au niveau national, ressources humaines, j'entends, et ainsi de suite. Donc, c'est toujours bien d'avoir une lettre qui
je vais dire une loi au niveau national qui traite la question de manière exhaustive, de manière holistique, parce que comme nous l'avons dit, il s'agit à travers cette loi-là de penser le développement même du pays de manière globale, de penser la politique de développement et non pas penser de manière sectorielle et non coordonnée. J'ai pris l'exemple des politiques d'exploitation des ressources naturelles. On peut avoir sur une même parcelle de terrain des mines, une forêt et peut-être des produits, je vais dire des espaces agricoles. Alors, comment on coordonne tout cela pour une exploitation harmonieuse? Donc, il faut coordonner et c'est pour ça que nous avons pensé, et c'est l'exemple d'ailleurs de certains pays qui sont les plus avancés que nous avons cités, qui ont des politiques nationales de contenu local. Le Nigerian Content Act, vous voyez, quand c'est dit comme ça ne concerne pas un secteur d'activité, c'est tous les secteurs qui vont ensuite se décliner dans les différents secteurs d'activité. Voilà. Est-ce qu'on a une autre observation ou une question? Alors, à la seconde section de ce cours qui porte sur les écueils à éviter et les défis à relever dans la promotion et la mise en œuvre du contenu local. Donc, pour la mise en œuvre réussie du contenu local en Afrique, les États doivent relever certains défis. Nous avons commencé déjà dans la première section à évoquer certains de ces défis. Un défi, c'est un challenge, c'est une épreuve, ce qui suppose un obstacle à surmonter. Donc, quels sont ces obstacles auxquels la promotion du contenu local doit faire face aujourd'hui en Afrique? Premièrement, les États doivent renforcer leur cadre juridique et institutionnel. Nous avons vu que nous avons un engagement contrasté des États. Il y en a qui sont plus disants, il y en a qui sont moins disants. Les États doivent, et vous l'avez dit, quelqu'un avait posé une question, je me souviens, en disant que, ou alors c'était une suggestion en disant, est-ce que ce n'est pas mieux qu'on adopte un texte au niveau africain qui soit ratifié par tous les États? Ce serait l'idéal. Là, on se conforme à ce texte qui est supranational et qui va s'imposer à nos lois nationales. Donc, il faut que les États renforcent leur cadre juridique et institutionnel. Institutionnel parce qu'il faut également penser aux institutions. Nous avons vu que dans les pays qui sont les plus avancés, il y a toujours un organe de supervision ou de contrôle de la politique de contenu local, ce qui n'est pas encore le cas dans la majorité de nos États africains. Donc, renforcer le cadre juridique et institutionnel. Deuxièmement, les États africains doivent aussi appliquer de manière complémentaire le contenu local avec les politiques de RSE, de responsabilité sociale des entreprises. Nous allons y revenir, on va essayer de développer tout cela. Et troisièmement, les États africains doivent éviter des politiques de contenu local trop ambitieuses, sauf s'ils parlent tous de la même voix. Parce que si chacun va de son côté et fixe ses quotas, alors on verra qu'il y aura une politique de forum shopping pour les multinationales qui viennent s'installer en Afrique. Donc, si vous avez des politiques de contenu local trop ambitieuses et que vous avancez seul, vous courez le risque de subir les effets pervers. Et quatrièmement, enfin, les États africains doivent éviter de détourner le contenu local de son objectif pour des intérêts égoïstes. Ça revient en quelque sorte sur la question de la corruption que vous avez soulevée hier.
Et nous allons voir comment des dirigeants ont souvent détourné cette politique de contenu local pour servir des intérêts égoïstes. Donc, commençons donc cette section avec la nécessité pour les États africains de renforcer leur cadre juridique et institutionnel. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous le voyez? Oui, on le Nous voit. voyons votre écran. Parfait. Donc, la nécessité pour les États africains de renforcer leur cadre juridique et institutionnel, en ce qui concerne le contenu local, bien sûr. Donc, pour ce qui est du cadre juridique, nous avons clairement relevé dans le chapitre 2 la faiblesse des engagements des États et l'absence de sanctions en cas de non-respect des obligations liées au contenu local. Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez être sur le bon slide. Vous êtes sur le slide 2 plutôt, sur l'application appliquée de manière complémentaire. Oui, vous avez raison, oui, ça saute, effectivement, voilà. Merci beaucoup. Merci. Et donc, à ce sujet, nous avons parlé du faible engagement des États et de l'absence de sanctions. Et je disais donc à ce sujet, les États doivent renforcer leur présence en matière de contrôle de la mise en œuvre du contenu local dans le secteur minier en augmentant. Les États doivent aussi renforcer leur présence, leur implication en augmentant leur prise de participation dans les entreprises extractives. Et on peut prendre l'exemple ici du Botswana, qui est de 50%. Or, dans la majorité des États que nous avons examinés jusque-là, on a vu qu'ils sont... Tout est fait pour que l'État n'ait pas plus de 50%, que l'État reste toujours en dessous de 50%. Donc, généralement, les prises de participation, nous avons dit qu'il y a une première prise de participation libre de 10%, et puis l'État peut augmenter sa part, soit de 15%, soit de 20% supplémentaires. Vous voyez que quand on additionne les deux prises de participation libres et à titre onéreux, les deux ne dépassent pas, ça n'atteint même pas les 50%. Or, on a un État comme le Botswana qui exige au moins les 50% de prise de participation dans les industries, dans ces entreprises, dans les entreprises extractives qui s'installent sur son territoire. Donc, l'État doit s'impliquer davantage, renforcer sa présence, augmenter sa prise de participation dans les industries extractives. Les obligations du respect du contenu local édictées à l'encontre des exploitants miniers doivent être assorties de sanctions rigides en cas de non-respect. Sinon, on l'a vu, sinon la loi restera lettre morte. Et nous avons vu l'exemple du Sénégal qui propose des sanctions, qui sont des sanctions efficaces en termes de résiliation du contrat, en termes de suspension ou alors de non-participation. Vous ne pouvez plus faire partie de la plateforme de participation s'il s'agit des marchés publics. Vous ne pouvez plus soumissionner aux marchés publics, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des sanctions rigides. Il faut également renforcer les mécanismes de contrôle des obligations des entreprises minières. Donc, ça, c'est en ce qui concerne le cadre juridique. Il faut renforcer les cadres juridiques. Et nous l'avons dit hier aussi, il faut, pour ce qui est des traités bilatéraux, il faut peut-être penser à réviser ces traités. À réviser ces traités qui interdisent clairement la discrimination ou alors les politiques de préférence nationale. Les États doivent renforcer le cadre institutionnel. Pour ce qui est des conventions, réviser les traités bilatéraux d'investissement et même les traités multilatéraux. Les États africains peuvent parler d'une même voix et revoir les accords de l'OMC qui interdisent clairement ces politiques de préférence nationale. Pour ce qui est du cadre institutionnel, il faut mettre sur pied des institutions qui sont chargées
du suivi et de la mise en œuvre du contenu local, comme on l'a vu dans la majorité des États qui sont considérés comme les plus avancés. Nous avons pris l'exemple de la Guinée, où la lettre de politique nationale de contenu local est assurée au niveau national par un observatoire et au niveau sectoriel par des comités sectoriels de pilotage. Nous avons vu la Grande-Bretagne aussi avec l'OZO et même au Nigeria où il y a un organisme spécifique qui contrôle tout cela. Nous avons également, on a pris le cas du Sénégal avec le Comité national de suivi du contenu local que nous avons présenté tout à l'heure et qui a également un organe de supervision qui est spécifiquement dédié au suivi et à l'évaluation des progrès en matière de contenu local. Quelques pays tels que le Congo, la Côte d'Ivoire, quoique n'ayant pas mis en place des politiques de contenu local au niveau national, ont créé des commissions d'agrément des sous-traitants. Donc, il faut voir également l'aspect institutionnel des institutions qui sont chargées du contrôle et du suivi. Voilà. En plus de la nécessité pour les États africains de renforcer leur cadre juridique et institutionnel en matière de contenu local, nous avons dit qu'il fallait appliquer de manière complémentaire le contenu local avec la RSE. Généralement, le contenu local est considéré comme l'aspect contraignant de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Vous savez que la RSE, c'est des actions purement volontaires, alors qu'en matière de contenu local, nous avons dit que c'est des obligations juridiques. Et qui dit obligation juridique dit obligation contraignante et sanctionnée en cas de non-respect. Donc, en plus des obligations légales qui sont imposées dans le cadre du contenu local, il faut permettre aux entreprises minières multinationales d'aller au-delà de ce que prévoit la loi pour leur permettre de réaliser des actions volontaires. Sinon, les entreprises vont voir que leur marge de manœuvre est drastiquement réduite à une simple mise en conformité de leurs actions avec la réglementation locale. Or, il y a bien des entreprises qui aimeraient toujours aller au-delà de ce que prévoit la loi et faire des actions dans le social, et cela rentre dans le cadre de la RSE. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut appliquer les deux de manière complémentaire. Ne pas fermer la porte en disant il faut toujours prévoir que voilà ce que dit la loi, mais vous pouvez faire d'autres actions sociales en termes de responsabilité sociale. Et vous savez que la RSE, ça fait que le projet est mieux accepté par les populations riveraines qui, bien que subissant les effets, les effets néfastes, vont quand même accepter que ce projet soit développé sur leur territoire. Donc, vous voyez que la RSE favorise l'acceptabilité sociale du projet, même si les populations locales subissent les externalités négatives d'un projet, elles seront plus enclines à l'accepter dans leur localité. Donc, appliquer de manière complémentaire les deux, permettre aux entreprises d'aller au-delà de ce que prévoit la loi pour faire des actions de RSE. Donc, très souvent, on se rend compte que les stratégies de contenu local qui sont développées en Afrique sont considérées par les entreprises comme une simple mise en conformité avec la réglementation légale. Donc, d'où la nécessité de promouvoir également la RSE comme un engagement fort et volontaire auprès des gouvernements, des multinationales et des populations locales. Parce que la RSE laisse une certaine marge de manœuvre aux entreprises qui sont les plus vertueuses et les plus à même de promouvoir la localisation de l'industrie extractive. Donc, il y a des entreprises qui sont mieux à même de dépasser ce que prévoit la loi et de se projeter et d'aller au-delà.
Voilà. Alors, passons donc au paragraphe 3. Comme nous l'avons dit, il faut éviter des politiques de contenu local trop ambitieuses, voire trop paralysantes ou trop handicapantes. Nous l'avons clairement dit, les États, s'ils vont en rang dispersé, vont subir des effets pervers de la politique qu'elle s'apprête à mener, même si l'intention première était de bien faire, de préserver les intérêts des populations locales ou l'intérêt national. Il faut éviter, si on va seul, si on fait cavalier seul, il faut éviter des politiques trop ambitieuses. Sauf si on parle de la même voie, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner si tout le monde s'entend, on dit, bon, voilà, on fixe les seuils à tel niveau, ça va marcher. Parce que comme nous l'avons relevé, les exigences du contenu local peuvent être si ambitieuses que les sociétés extractives étrangères rencontrent des difficultés à remplir le cahier des charges qui leur est fixé. On l'a vu au Brésil. Vous avez suivi avec l'arrivée du gouvernement socialiste de Dilma Rousseff au Brésil en 2016-17, elle avait mis en place une politique qu'on appelait Bigger Brésil. Bigger Brésil. Vous pouvez chercher sur Internet. Et sa politique était soucieuse de faire bénéficier le plus possible des revenus pétroliers, des réserves pétrolières qui étaient découvertes au large des côtes brésiliennes à ces populations. Et donc, le pays a instauré des exigences de contenu local qui étaient considérées comme les plus élevées au monde. Plus élevées. Voilà. C'était en 2000, dès son accession au pouvoir en 2011. Elle accède au pouvoir en 2011. Dès son accession en 2011, le gouvernement de Dilma Rousseff, qui était l'ancienne présidente du Brésil, elle a mis en place un plan industriel au niveau national qu'on a appelé le plan Bigger Brésil, c'est-à-dire le grand Brésil, en imposant des quotas aux compagnies pétrolières, au premier rang desquelles Val, qui est la compagnie privée, et Petrobras, qui est la compagnie publique. Donc, on leur a imposé des quotas qui étaient très élevés, très, très élevés. Donc, selon cette politique, 95% de la chaîne d'approvisionnement pétrolière devrait être locale à l'horizon 2017. Voilà ce que la politique de Dilma Rousseff prévoyait. À l'horizon 2017, on devrait avoir 95% de la chaîne d'approvisionnement qui devrait être locale. Donc, ces exigences, aussi légitimes soient-elles, ont conduit à des aberrations. Le marché de l'emploi local et les fournisseurs locaux n'étaient pas à même de satisfaire les besoins énormes des compagnies pétrolières. Donc, vous voyez, tant que le tissu industriel local n'est pas à même de fournir les intrants qu'on leur demande de fournir, vous dites, vous devez vous fournir à 95% au niveau local, alors qu'on ne peut pas trouver ces produits au niveau local. Vous voyez, on ne peut pas atteindre les objectifs fixés. Donc, le choix des fournisseurs qui se fait sur des critères de nationalité et non de compétences ni de prix du marché, tout cela a conduit à des distorsions. Et qu'est-ce qu'on a vu au Brésil? On a vu au Brésil un contexte général inflationniste. On a eu l'inflation comme jamais par le passé. Et le Brésil a été considéré comme l'une des zones pétrolières les plus chères au monde pour les compagnies pétrolières.
Et en 2017, les compagnies d'embauche de la main-d'œuvre locale imposées au secteur pétrolier ont dû être assouplies. Voilà. Alors que le Brésil escomptait 95% de la chaîne d'approvisionnement locale, on est arrivé à 2017, là, à l'échéance fixée, on s'est retrouvé à assouplir pour faciliter finalement l'exploitation du champ pétrolier offshore de Libra, parce qu'il y avait comme un blocage. Ben, la loi était là, mais dans la réalité, elle ne pouvait pas être appliquée parce que les conditions d'application n'étaient pas réunies. Finalement, on se retrouvait en train d'assouplir à l'échéance fixée ce qui était prévu par la loi. Donc, dans le même sens, l'on peut reprocher à la politique ghanéenne en matière de local procurement son réalisme handicapant. Ouais. On imagine mal comment une entreprise va accepter librement de se faire fournir par des entreprises locales à 10% plus cher que sur le marché international. C'est impossible. Donc, les auteurs ont estimé que la politique ghanéenne en matière de contenu local souffre d'un réalisme handicapant. Et pour la politique de contenu local nigériane, elle a été critiquée pour le caractère irréaliste de ses cibles. Donc, les cibles semblaient irréalistes, très élevées. Donc, vous voyez, il faut savoir faire la part des choses. Donc, toute proportion gardée, il faut garder les pieds sur terre et rester réaliste. La mise en œuvre des politiques de contenu local assez offensives, mais réalistes dans le secteur minier, provoquera inéluctablement, indéniablement, le développement du tissu industriel local. Donc, tant que les politiques de contenu local sont réalistes, alors on peut atteindre les objectifs visés. Il faut pas se rester coupé de la réalité. Il faut rester mesuré, tenir compte de la réalité du marché, des prix que vous fixez, des seuils que vous fixez, rassurez-vous, des quotas que vous fixez que le tissu industriel local pourra supporter, les quotas qui sont fixés. Donc, il faut éviter des politiques trop ambitieuses ou trop handicapantes, voire paralysantes. Autre chose, il faut éviter que la politique de contenu local soit détournée de son objectif principal, de son objectif premier, pour des intérêts égoïstes. Le contenu local peut donner lieu à des comportements peu responsables. Et vous l'avez clairement relevé hier en termes de pots de vin et autres. Donc, sous prétexte de faire bénéficier à des acteurs locaux des retombées financières, les exigences de contenu local peuvent, dans les faits, servir à masquer des politiques de corruption. La limite entre exigence de contenu local et orientation plus que suspecte des investissements est parfois très ténue. Donc, par exemple, un fonctionnaire corrompu peut, de manière subtile, s'assurer de l'orientation de telle ou de telle entreprise vers un projet au nom du contenu local. Souvenez-vous, nous avons dit que en matière de sous-traitance, il faut au préalable favoriser les chaînes de sous-traitance locales. Et donc, qu'est-ce qu'on voit souvent? On voit souvent les entreprises compétitives être écartées au nom de la sous-traitance locale en orientant le projet vers telle ou telle entreprise.
dans laquelle on a des prises de participation. Voilà ce qu'on voit souvent en Afrique. Donc, au nom du contenu local, on va dire non, on écarte cette entreprise parce que non, elle n'est pas locale. On veut d'abord la sous-traitance locale. Donc, les édits de la localité vont écarter d'autres entreprises nationales compétitives et mettre en avant leurs entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Donc, ces pratiques extrêmement pernicieuses sont de nature à décrédibiliser totalement les stratégies de contenu local sérieuses. Et on a vu en Angola, on l'a clairement vu, l'Angola s'est récemment tristement illustré par ce genre de comportement avec plusieurs hauts dignitaires angolais qui ont été mis en cause pour des cas de corruption. En fait, ces hauts fonctionnaires possédaient des participations dans une société sous-traitante pétrolière locale. Et sous couvert d'exigences de contenu local, ces autorités ont imposé la participation de leur entreprise à un projet pétrolier. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, le conflit d'intérêts et le procédé étaient si grossiers qu'il était difficile de ne pas voir dans ce genre de comportement une tentative de détourner une partie des revenus pétroliers au bénéfice, aussi indirect soit-il, de ces dignitaires. Donc, ça rentre dans ce qu'on a appelé dans le chapitre précédent le climat des affaires. Donc, il faut éviter que le contenu local soit détourné de son objectif premier pour servir des intérêts égoïstes. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. De ce cours. Et donc, en guise de conclusion générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que le contenu local est un formidable outil de développement économique local et un moyen permettant de mieux partager la rente minière et pétrolière au niveau local, donc dans nos différents États africains. On peut retenir que le contenu local semble être à lui seul la quintessence du gagnant-gagnant du développement durable, qui fait entrer en coalescence dans le temps et dans l'espace les considérations économiques, les considérations sociales et les considérations environnementales. Parce que si on regarde les différents aspects du contenu local, on a dans ce concept les 3 piliers du développement durable. L'aspect économique, le développement économique. L'aspect social, nous avons parlé de la main-d'œuvre, ainsi de suite. Et l'aspect environnemental, bien évidemment. Donc, appliqué au contenu local, le développement durable contribue à la réduction de la pauvreté, à l'augmentation des connaissances et du niveau de vie locale, le développement d'une industrie locale, la réduction des inégalités et un meilleur partage de la rente. Mais comme nous l'avons vu tout au long de nos développements, l'implémentation du contenu local en Afrique se heurte encore à de nombreux goulots d'étranglement. Sans doute parce que la mise en œuvre du contenu local est un processus long. Nous avons dit que ce concept est apparu dans la majorité des États africains depuis les années 2000 avec la révision des codes miniers sous l'impulsion de la Banque mondiale. Et donc, le succès de sa mise en œuvre nécessite une adhésion de tous les acteurs concernés, à savoir les États hôtes, les États africains, les opérateurs miniers, que ce soit les contractants, les co-contractants, les sous-traitants, les autorités locales
cela nécessite aussi et surtout que les ambitions soient adaptées aux contextes locaux. Nous avons vu tout à l'heure qu'il faut éviter des politiques de contenu local trop ambitieuses qui seraient handicapantes au final. Donc, un déploiement réussi du contenu local ne peut être obtenu que lorsque les sociétés conçoivent, développent et délivrent des stratégies de contenu local qui sont soutenues par des politiques publiques crédibles dans les pays africains. Sinon, tant que les ressources minières et énergétiques vont demeurer la seule monnaie d'échange dans les relations qui sont intrinsèquement néfastes au développement socio-économique et à l'émancipation stratégique des pays africains, la notion de contenu local continuera d'être vidée de toute sa substance stratégique. Donc voilà, globalement, ce que je pouvais dire dans le cadre de ce cours et je vous remercie pour votre participation. On a encore du temps pour échanger sur tout ce que nous avons dit aujourd'hui et sur l'ensemble du cours depuis la semaine dernière. Donc, vous avez la parole. Moi, j'en ai terminé. Oui, prof. Alors? Oui, prof. Est-ce que vous êtes là? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez, prof? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Hein? Dis-moi de mon côté. Good. Nous tous, on entend. Hein? Peut-être que c'est les profs qui... Oui. Le prof qui n'a pas l'air d'entendre. Nous vous suivons, professeur, nous vous Est-ce que vous suivons. êtes là? Je n'entends personne. Ben, Oh, je vous entends là maintenant. Oui, là, c'est bon. D'accord. OK. Ben, écoutez, il y a un étudiant qui nous a posé une question un jour, qui participait à cette formation, et il nous a demandé est-ce qu'il y a une formule de contrat gagnant-gagnant? Win-win. Contrat minier gagnant-gagnant. Alors, j'avoue que j'ai été très embarrassé parce que, alors, il ne me semble pas que vous qui êtes expert en droit minier africain et qui êtes doctrinaire aussi, que vous ayez conçu une pareille formule de contrat minier gagnant-gagnant. Mais quand même, en vous écoutant aujourd'hui, on a entendu cette affirmation-là de gagnant-gagnant à travers le contenu local. Alors, j'ai pensé à cette question et je me suis dit que ben, peut-être la réponse que j'allais donner à cet étudiant, alors c'était certainement de lui dire que, ben, écoutez, alors des contrats miniers dans lesquels le contenu local est bien négocié et la RSE aussi sont bien négociés, c'est certainement le type de contrat qu'on pourrait appeler contrat gagnant-gagnant, sans exclure les autres clauses importantes qu'on pourrait retrouver dans ces contrats. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit commentaire pour mettre en avant vraiment l'importance du contenu local dans les conventions minières que signent les pays africains, d'autant plus que nous partons du constat selon lequel les contrats, la plupart des contrats, ou les contrats passés, si vous voulez, signés par les États africains sont déséquilibrés, très déséquilibrés, et que ces contrats ne profitent ni à l'État, ni aux populations, mais davantage aux multinationales.
Merci beaucoup pour vos observations, votre contribution très pertinente. Effectivement, nous avons, je crois, dans un paragraphe de ce cours, évoqué effectivement les enjeux et les défis liés à la mise en œuvre du contenu local en Afrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les États africains risquent de perdre ou de gagner en mettant ou alors en ne pas mettant en œuvre les politiques de contenu local. Nous avons montré ces avantages. On a tout à gagner en mettant en œuvre le contenu local en Afrique. Déjà, ça permet, comme nous l'avons dit, d'éviter la malédiction des ressources naturelles. Parce que l'un des objectifs locaux, l'une des finalités, c'est de diversifier le tissu économique. Parce que quand on exploite souvent une mine ou un puits de pétrole, on est obnubilé par la rente, on délaisse tous les autres secteurs d'activité et on se concentre uniquement sur la rente. Et on l'a vu dans beaucoup de pays africains, par exemple au Tchad, quand il y a eu la découverte du pétrole. Et quand, n'oublions pas, c'est des ressources qui sont non renouvelables. Et quand il y a épuisement des puits de pétrole, qu'est-ce qu'on observe? Alors, c'est l'effondrement total de l'économie parce qu'on a délaissé carrément tous les autres secteurs d'activité. Or, l'idée du contenu local, c'est de créer un tissu industriel viable à travers la favorisation des chaînes de sous-traitance locales. Vous voyez, si les intrants peuvent être fournis localement, alors ce n'est pas simplement le secteur minier qui vit, d'autres secteurs d'activité vivent également. Et puis, il y a répartition de la rente dans tous les secteurs d'activité. Donc, c'est l'un des avantages. Et nous avons passé en revue les enjeux et les défis qui sont liés à la mise en œuvre du contenu local. Ça, nous avons dit c'est un enjeu stratégique, ça permet de renverser la tendance qui a toujours prévalu jusque-là dans le secteur minier. On sait que nos ressources sont jusque-là destinées à l'exportation. Mais si on arrivait aujourd'hui à créer un tissu industriel qui absorbe les intrants, c'est-à-dire, je vais dire, la production qui est transformée localement, alors ça crée de la valeur ajoutée. C'est ça. Si on parvient à avoir un transfert de technologie, alors ce sera un gain inestimable. Si on parvient à avoir de la formation de qualité, alors on n'aura plus besoin de la main-d'œuvre étrangère qui sera importée. Donc voilà tous les enjeux que nous avons présentés. Et comme vous l'avez dit, l'objectif final, ça pourrait être, je vais dire, l'un des enjeux, effectivement, c'est d'avoir des contrats qui soient gagnants-gagnants. Parce que si on a toutes ces exigences dans les contrats miniers, en termes de transfert de technologie et autres contenus locaux, alors là, oui, on peut dire qu'on a effectivement un contrat, je vais dire des contrats gagnant-gagnant. Et ça aboutirait finalement, comme nous l'avons dit dans l'introduction générale, à favoriser un développement durable avec ces trois aspects que sont l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect écologique. Donc voilà ce que je pouvais dire en complétant votre observation. Donc, on peut, c'est l'objectif, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là parce qu'il y a, comme nous l'avons dit, encore de nombreux goulots d'étranglement. Alors, prof, si je peux rajouter, si vous permettez bien. Le chemin est lent, mais nous sommes sur le chemin parce que ça ne date pas de très longtemps, les années 2000, et je ne vous entends pas, je ne sais pas si les autres l'entendent. Oui, professeur. Maître Ebongué, Montréal. Si vous permettez, je peux peut-être rajouter un commentaire supplémentaire.
c'est le contrat gagnant-gagnant, tel que je le vois, tel que je le conçois, ne devrait être que la conséquence, ou à tout le moins, la mise en œuvre d'une législation qui serait supranationale. Et cette législation supranationale viendrait donc prévoir on va l'appeler comment, une politique du bâton, hein, appelons-la ainsi, avec des sanctions financières et qui peuvent même aller jusqu'à la suspension ou la révocation des permis d'exploitation. Je pense que ça peut être assez dissuasif, mais encore une fois, la même image, David contre Goliath, je pense que l'État africain seul ne peut pas. En revanche, voilà, les recommandations de la CEDEAO qui ont conduit, n'est-ce pas, l'État sénégalais à mettre sur pied sa fameuse lettre de contenu local est assez indicateur, n'est-ce pas, du fait que si les exigences proviennent du supranational, les États sont mieux outillés pour négocier. L'Afrique ne s'en sortira que si elle est unie. Ça, je continue à le penser. Donc, je parlais de la politique du bâton. Sanctions financières, révocation de permis ou suspension. La politique de la carotte, on peut aussi apporter cette image, c'est-à-dire que prévoir parce que c'est gagnant-gagnant. Alors, pourquoi est-ce que ça devrait être gagnant-gagnant? Parce qu'il y a des incitatifs fiscaux. Mais soyons malins à ce stade. Incitatifs fiscaux, mais affectés d'une condition. Si le contenu local est respecté, alors l'incitatif fiscal est accordé au maximum. Si ce n'est pas le cas, alors l'incitatif fiscal est refusé. La transcription contractuelle serait simplement finalement l'aboutissement de ce qui a été prévu aussi bien dans la politique du bâton ou encore dans la politique de la carotte, prévue au supranational. Donc, une fois de plus, je le pense sincèrement, le Conseil des ministres devrait s'asseoir pour adopter pas nécessairement un acte uniforme, il faut penser aux pays africains anglophones. Mais je reste fidèle à cette idée-là, c'est-à-dire qu'il faut une législation supranationale pour faire face aux grandes sociétés minières. Voilà. Merci, c'était le petit complément que je voulais apporter. Merci pour votre contribution. Est-ce que nous avons d'autres contributions, d'autres observations, des questions, des ajouts? Allô, professeur? Allô? Ah, mes excuses, professeur. Non, pas de questions aujourd'hui. Allô? Allô, bonjour, professeur. Oui, prof. Vous avez Maître Béranger d'abord? Oui. Allô? Oui, Oui. Maître Béranger d'abord, oui. Ah. Oui, est-ce que je peux intervenir, professeur, s'il vous plaît? Oui, allez-y, bien sûr, vous avez la parole. Allez-y comme ça. Ah, vraiment, je tiens d'abord à vous remercier. Je tiens d'abord à vous remercier parce que, en fait, votre choix n'a pas été en fait, vain. Hein? Et la manière ou la méthodologie que vous aviez appliquée, elle était tellement bonne, à notre grande satisfaction, étant donné que la transmission a été tellement limpide et puis beaucoup plus claire. Mais merci beaucoup. Vraiment, je vous en remercie beaucoup. Et puis, une question qui me va en tête.
Quand on voit les aspects du contenu local, en fait, dans ses avantages dans tous les aspects, aspect institutionnel, aspect juridique, aspect social, aspect économique. Mais je me pose la question, est-ce que, au fait, prenons les cas singulièrement dans les cadres de transfert des technologies, quel est le but qu'on doit, nous, pays africains, poursuivre de manière à ce qu'à un certain, parce que je ne crois pas que nous allons obtenir les transferts de propriétés de manière éternelle. C'est-à-dire, à un certain moment, nous devons prendre, en fait, n'est-ce pas, ce que nous avons acquis comme capacité, soit technologique, soit comment, d'autres manières, mais comment maintenant l'exploiter et de manière pérenne, de manière pérenne, de façon à conduire l'Afrique ou les pays d'Afrique à un développement vraiment durable, et surtout sur le plan, bien entendu, les plans miniers, parce que le pays africain, la plupart des pays africains sont des pays miniers. Mais comment maintenant, avec ces transferts de propriétés, des technologies, en servir en bon escient, de manière à cimenter ou à bétonner, n'est-ce pas, le développement durable dans nos pays? Je ne sais pas si nous continuerons éternellement à obtenir ces transferts de propriétés des technologies sans pour autant avoir une vision claire, c'est que nous visons la langue. Prenons le cas de l'Angleterre. Dans l'exemple, dans la naissance du contenu local, on a vu comment est-ce que l'Angleterre a eu à avoir quand même une certaine vision sur le terme contenu local, quand même que ça vient de là, déjà à 73. On a vu comment est-ce que l'Angleterre a pu, n'est-ce pas, développer cet aspect des transferts de technologie de manière à ce qu'elle soit aujourd'hui une puissance sur ce plan-là de la politique extractive des minéraux. Voilà cet aspect que je voulais épingler. Je ne sais pas si vous avez un aspect là-dessus. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. L'objectif, le transfert de technologie, c'est le savoir-faire. Et quand vous avez le savoir-faire, vous prenez le contrôle de l'exploitation de vos matières premières, de vos ressources naturelles. Donc, imaginez si vous avez déjà le savoir-faire, comment exploiter par vous-même sans recourir à l'étranger, alors vous prenez le contrôle de l'exploitation. Et cela passe, nous l'avons dit, par la création des écoles de formation adaptées, par une formation de qualité avec des outils adaptés. Et quand on l'aura fait, ça nous évitera de toujours faire appel aux entreprises étrangères, aux pays étrangers qui viennent chez nous. Et vous savez, parfois, quand ils viennent, rien que contre leur technologie, on se retrouve à faire un partage de production. Vous voyez, c'est une grande, parfois c'est la moitié de la production qui est cédée gratuitement. Elle aurait pu servir si on avait la technologie pour exploiter par nous-mêmes, si on avait le savoir-faire. Donc, je crois qu'une fois qu'on a acquis le savoir-faire, on le transmet aux générations futures par le biais de la formation de qualité. Et ça va se perpétuer et ça fera un gain. Un gain, on va économiser déjà ce qu'on utilise pour les faire venir et aussi la part de production qui leur est souvent attribuée gracieusement en échange du transfert de technologie. Donc, c'est comme ça que moi, je perçois la chose. Et vous avez bien fait de citer l'exemple de la Grande-Bretagne. Vous avez vu, au départ, elle n'avait que 20% de technologie ou de participation à l'exploitation. L'essentiel du matériel était américain. Et en très peu de temps, elle a pu acquérir la technologie et prendre la main et passer à 100% et prendre le contrôle de l'exploitation de son pétrole. Vous imaginez, vous savez que quand une entreprise pétrolière arrive, qu'est-ce qu'on signe? On signe un contrat de partage de la production. C'est-à-dire, ce qui est exploité est partagé avec la multinationale. Et c'est une perte. Si vous n'avez pas vous-même la technologie, cette partie, c'est perdu. Or, si vous avez dans le contrôle, il n'y a plus de partage. Vous êtes propriétaire de la totalité et vous vendez au prix du marché.
Ça vous fait des retombées, de la valeur ajoutée au niveau local que vous utilisez dans les autres secteurs d'activité pour construire écoles, hôpitaux, machin et tout. Voilà. Je crois que c'est un aspect très, très important. J'aimerais aussi ajouter quelque chose là-dessus. Oui. Bon, excusez-moi un peu pour le bruit, parce que je ne suis pas à la maison. En fait, par rapport à la précédente, moi, j'aimerais encore ajouter quelque chose par rapport toujours au cours, ce que vous avez dit l'autre fois. Le savoir-faire, oui, il y a le retour de cerveau, comme le Japonais l'ont fait. Il y a le plus grand problème aussi, c'est le problème des infrastructures. Aussi longtemps qu'on n'aura pas des infrastructures adéquates, même si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a dit hier qu'il y a déjà un projet de loi et c'est bien beau, mais lorsque nous n'allons pas travailler, je peux dire en amont, sur le plan des infrastructures dans le secteur extractif, ça nous sera toujours difficile. On va toujours commencer à faire comme un cercle vicieux, surtout dans notre pays, hein, la RDC et vraiment veiller là-dessus. Il y a aussi une question que j'allais poser par rapport à la proposition de loi. Je me demande, ça sera une loi générale du contenu local dans tous les secteurs extractifs ou ça sera seulement une loi dans le secteur minier? Merci beaucoup. Je pense qu'on va peut-être passer la parole à celui qui a évoqué ce projet de loi hier, qui va nous donner quelques d'amples éclairages si lui-même il est au courant de ce qui se passe. Vous faites bien de soulever quand même ce problème de fuite de cerveau, parce que parfois, en l'absence des écoles de formation adaptées dans nos pays, il y a parfois des boursiers ou alors des nationaux, des Africains qui vont se former à l'étranger, mais qui ne reviennent pas, parce que les conditions de travail dans nos pays ne sont pas réunies. Donc, vous voyez, c'est un problème qu'il faut aborder de manière globale, de manière holistique. Donc, il faut penser la stratégie nationale du contenu local en créant des conditions, par exemple, d'incitation à faire revenir ces ingénieurs miniers qui sont allés se former, mais qui ne peuvent pas revenir chez eux travailler parce que les conditions ne sont pas réunies. Voilà, donc c'est une question tout à fait globale. Donc, je vais maintenant laisser, je ne sais pas si l'avocat qui évoquait le projet de loi hier au niveau de la RDC peut nous en dire davantage. Est-ce qu'il est là? Est-ce que quelqu'un peut nous en dire quelque chose? Bon. En tout cas, ce n'est qu'un projet de loi. Mais il y a Maître Béranger qui voulait s'exprimer aussi là. Et puis, on aura le temps de voir ce qu'il prévoit. Allô? Oui, Maître Béranger, oui, allez-y, vous avez la parole. Bonjour, docteur. Bonjour, professeur. Comment vous allez? Très bien, merci. OK. Est-ce que le professeur m'écoute? Je ne sais pas s'il m'écoute. Pas très sûr. Allô, professeur, vous m'entendez? Alors, d'autres observations? Alors, il y a un autre... je passe la parole. Il y a un autre intervenant. Il y a un autre intervenant, prof. Peut-être. Professeur, vous m'entendez? Mettre un terme. Allô, professeur, vous m'entendez? Allô, professeur, vous m'entendez? Alors, est-ce que le prof entend? Ah, il semble qu'il ne m'entende pas, hein. Il ne m'écoute pas du tout. Le prof, ben, allez-y, hein, je pense qu'allez-y, allez-y. Alors, j'avais une préoccupation un peu sur
le contenu local, juste une réflexion comme ça. Nous avons parlé tout à l'heure, il y a quelques jours, des prises de participation qui est justement un Est-ce que le critère qui docteur ferait en sorte que... Robinson est là? Alors, Maître Béranger, je suggère d'envoyer un message écrit au professeur prof, hein? Petsouko. Oui, je pense Oui, qu'il ne nous entend je pas. pense qu'il m'entend. Oui, bien sûr. Je ne vous ai pas entendu. Je ne sais pas si c'est... J'ai des soucis. J'ai vu que euh, vous avez parlé, Oui, mais je ne vous professeur, ai pas bonjour, vous entendu. m'entendez? Bon, écoutez, c'est pas grave. Professeur, vous m'entendez? Non. Alors, juste pour que quelqu'un puisse peut-être le relayer, je voulais juste avoir, j'avais juste une préoccupation. Est-ce que lorsqu'on parle de prise de participation, puisque le contenu local vise également à booster le développement économique, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'imaginer, juste comme ça, d'imaginer une prise de participation beaucoup dans l'inverse, c'est-à-dire que des sociétés Alors, multinationales, moi, j'avoue que je ne vous entends non, pas du pas. tout. Je ne D'accord. vous entends plus. Alors, prof, peut-être qu'il faut vous débrancher et vous reconnecter. Oui, là, oui. À la professeure, vous nous entendez là, je crois? Problème de connexion. Ben, développez votre point, maître. D'accord. Alors, docteur, je disais que j'ai eu une réflexion comme ça en me disant que souvent dans le contenu local, nous avons tendance à vouloir que ce soit, je veux dire, l'État qui prenne des participations dans les sociétés multinationales pour une question de revenus ou de maîtrise. Mais est-ce qu'en réalité, l'État a un intérêt, je veux dire, à part peut-être un intérêt financier qui lui est propre, mais est-ce que l'État, dans une stratégie de développement national de tous les secteurs ou du secteur en question, a intérêt à lui prendre des participations dans ces sociétés multinationales ou bien l'État gagnerait beaucoup plus à permettre à, je veux dire, à la société multinationale, par exemple, de prendre des participations dans des sociétés nationales, obliger les multinationales à prendre des participations dans des sociétés nationales en vue de booster leur économie, leur technicité, leur expérience et peut-être créer un effet d'entraînement qui peut amener peut-être au développement non seulement de ces entreprises, qui peuvent être des sous-traitantes ou des entreprises majeures, et qui vont créer un effet de levier pour l'économie dans les secteurs différents. Je ne sais pas si le professeur peut partager cela comme, je veux dire, une alternative justement à ce qui est fait aujourd'hui, essayer d'inverser les rôles et permettre justement aux entreprises locales de bénéficier non pas seulement, je veux dire, des commandes, des marchés, mais de bénéficier également des investissements dans leur capital de ces multinationales pour leur permettre de se développer et acquérir les compétences nécessaires pour faire face justement aux secteurs d'activité qui sont diversement les leurs. Voilà un peu ma réflexion sur cet aspect-là. Merci. Merci Bien. beaucoup. Allô, professeur. J'ai été coupé. Là, je me suis reconnecté, donc je n'ai pas saisi l'essentiel de ce que vous avez dit jusque-là, mais bon. Ah, d'accord. Professeur, vous m'entendez mieux là? Oui, là, c'est bon. D'accord, ok. Alors, j'avais une réflexion sur
la prise de participation dans le cadre du contenu local, hein, la prise de participation des États dans les multinationales. Je me posais la question de l'intérêt, je veux dire, réel de cette prise de participation dans le cadre d'une stratégie globale de développement de différents secteurs de l'économie. Rassurez-vous, je comprends parfaitement que l'État ait besoin de ressources, mais les ressources de l'État qui sont très souvent distraites ou bien désorientées vers d'autres objectifs inavoués ne permettent pas, à mon sens, un véritable développement. Alors, je mettais la réflexion de savoir est-ce qu'au lieu de permettre à l'État de prendre lui des participations dans ces multinationales, ce que je ne trouve pas très intéressant pour le développement, est-ce qu'il ne serait pas plutôt nécessaire ou envisageable de faire des textes qui obligeraient les multinationales à prendre une quantité de participation dans des sociétés nationales afin d'assurer du fait de cette prise de participation un transfert de technologie au bénéfice de ces sociétés locales pour qu'à terme, elles puissent acquérir les technologies nécessaires pour faire face justement aux différents secteurs d'activité. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable de changer le sens justement de cette démarche de prise de participation? C'est un peu ma réflexion. D'accord, bon, c'est une réflexion, mais je pense que la prise de participation, du moment où l'État a des participations dans une entreprise, elle est présente par, déjà, en ayant une partie du personnel qui est de l'État, qui s'assure du contrôle, du déroulement des opérations. Parce que qu'est-ce qu'on a souvent vu dans les entreprises minières? Des entreprises qui sont peut-être encore à la phase de recherche, mais qui ont commencé à exploiter de manière clandestine et sans que l'État ne soit au courant. Donc, le fait de prendre participation, ça renforce la présence de l'État au sein de l'entreprise. Et n'oublions pas, au final, il y a le partage des dividendes aussi. L'État qui participe peut-être à 40, 50% comme au Botswana. Tout à fait. 50% des dividendes qui sont partagés par la suite. Tout à fait. Mais professeur, dans ce cas, les dividendes que l'État reçoit, l'État va plutôt les injecter pour les besoins de l'État, naturellement, les besoins de santé, d'éducation, etc. Et on n'est pas toujours sûr que les entreprises locales qui doivent à terme recevoir la technicité dans les technologies de ces multinationales reçoivent justement ces dividendes pour leur permettre de se développer elles-mêmes. Alors moi, j'envisageais justement comme ça en réflexion en disant, mais si une entreprise multinationale a un intérêt de participation dans une entreprise locale, est-ce qu'elle ne pourrait pas investir de façon plus active dans cette entreprise locale pour lui permettre d'acquérir, puisque elle aussi elle a un intérêt finalement, d'acquérir la technicité, la compétence, les outils nécessaires pour devenir peut-être une entreprise de référence sous-régionale, régionale et même mondiale, en faire aussi une multinationale, mais qui partirait justement d'une prise de participation de la multinationale dans une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une entreprise locale, nationale, et qui permettrait justement de rendre plus effectif le transfert de technologie de la multinationale justement aux entreprises locales, par exemple. D'accord. Oui, c'est aussi une idée, mais n'oublions pas, il n'y a pas que les prises de participation de l'État, il y a aussi des nationaux. Dans le Ce qui est beaucoup plus rare, professeur, parce qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de nationaux qui sont fortunés, qui peuvent prendre des participations dans des multinationales. Donc, ça va être un peu illusoire, à mon sens, pour les particuliers. Oui, il y a quelqu'un d'autre. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Ah, je voulais intervenir par rapport à la proposition de loi qu'a fait allusion notre condisciple pour la RDC, qui va effectivement, c'est une loi en fait nationale. C'est-à-dire c'est une loi nationale, ça sera une loi nationale. Pourquoi? Parce qu'à ce stade ici, il y a une proposition de loi qui a été soumise au Conseil des ministres du 6 juin 2025. Donc, cette proposition de loi a été soumise par le ministre ayant l'industrie dans ses attributions,
de manière à ce que l'on puisse favoriser la souveraineté économique. Et là, on a bien dit, en fait, dans cette proposition, c'est juste pour les secteurs économiques d'importance, les secteurs économiques de grande importance, notamment le secteur minier, le secteur d'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur de l'industrie, ainsi que des grands services. Alors, cette proposition de loi a été soumise et à ce stade où nous sommes, c'est maintenant le Premier ministre qui doit la porter, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, de manière à ce que l'on puisse en fait, les classer et les soumettre aux commissions qui ont toujours étudié les propositions de loi. Et une fois le travail fini, on va les soumettre au débat et après son adoption, ça va rentrer maintenant au niveau du Sénat pour la seconde lecture. Et puis, le chef de l'État va n'est-ce pas, le promulguer pour que ça soit maintenant, en fait, une loi au vrai sens des mots. Mais, tel que j'ai, en fait, parmi mes recherches que j'ai à faire, j'ai trouvé que c'est une loi vraiment importante, d'une grande importance, de manière à ce que, excusez-moi, c'est une loi d'une grande importance pour la mise en œuvre de contenu local dans tous les secteurs de la vie nationale, surtout économique. Voilà ce que je voulais répondre à notre ami. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour vos observations. Peut-être juste si je vais dire quelque chose à ce sujet, c'est bien un projet de loi et non pas une proposition, parce qu'on sait que les projets émanent de l'exécutif alors que les propositions viennent des députés. Donc c'est bien un projet qui est donc en cours et qui va être adopté. On attend de voir que ce projet soit adopté. Merci beaucoup pour vos contributions. Alors, professeur, si vous permettez, je vais peut-être rebondir, si vous permettez, à l'intervention de Maître Nzé Béranger. Oui. Oui, d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. La prise de participation des sociétés minières au sein des sociétés locales. On peut imaginer, Maître Nzé, je me permets de préciser, hein, on peut imaginer une prise de participation dans une société nationale d'approvisionnement, par exemple. Ça peut être des bottes, hein, ça peut être des gants, ça peut être je ne sais pas trop bien quoi. Exactement. Oui. Et en contrepartie, et c'est là que je rebondis sur les mesures d'incitation. On peut prévoir justement parce que la société minière, quand même, elle s'apprête à entrer dans un panier à crabes. Hein. Les sociétés nationales ont un mode de fonctionnement qui est souvent étrange, à tout le moins étrangère à ce que les sociétés occidentales connaissent en termes de rigueur et d'éthique. Donc, elles peuvent craindre, parce que on a une petite parenthèse. SNC-Lavalin, ici à Montréal, a été poursuivie près des tribunaux canadiens parce qu'elle s'est livrée à des actes de ce qu'on a qualifié ici de corruption. Ben, en fait, c'était des cachets de signature parce qu'il fallait qu'elle concurrence les entreprises chinoises dans les marchés africains. C'était la seule manière pour elle de fonctionner. SNC-Lavalin est en partie détenu par l'État québécois. Donc, on leur a reproché une gestion remplie de corruption, alors même qu'eux, ils ont besoin de concurrencer les Chinois, mais sauf que les Chinois, ils ont un budget pour des primes de signature. Alors, SNC-Lavalin prévoit aussi des primes de signature, mais elle se fait taper sur les doigts parce qu'on qualifie cela comme étant la corruption. Alors, donc, je parlais de panier à crabes, je reviens là-dessus, dont les entreprises minières peuvent être réticentes justement à prendre des participations dans les sociétés nationales, mais je pense qu'elles peuvent être encouragées si on prévoit, je ne sais pas, peut-être certaines mesures d'incitation, je ne sais pas, ça peut être des tarifs préférentiels à l'importation, ça peut être, je ne sais pas, des subventions dans tel domaine ou dans tel autre, ou encore, je ne sais pas, des exonérations fiscales partielles ou à grande proportion.
Donc, je pense que ces éléments incitatifs pourraient, Maître Béranger, je complète dans votre idée, si vous permettez, pourraient donc encourager ces sociétés étrangères à prendre, n'est-ce pas, des participations dans les sociétés africaines parce qu'elles savent qu'elles auront un bout du gâteau. Voilà. Donc, on peut l'imaginer. Je pense que c'est assez sophistiqué comme réflexion et je crois qu'il y a moyen d'articuler quelque chose à l'adresse, une fois de plus, du Conseil des ministres. Je ferme la parenthèse, merci. Tout à fait, tout à fait. Ce serait d'ailleurs l'objectif, justement, de faire sortir, pour que ça vous me permettrez, justement, certaines de nos entreprises d'une forme de médiocrité dans leur gestion et de leur donner un peu des techniques d'orthodoxie, je veux dire, aux normes internationales. Je veux dire, quel est l'intérêt que nous avons à avoir des entreprises africaines qui ont toutes les tares, je veux dire, pour vraiment se développer d'elles-mêmes? Quel est l'intérêt que nous avons à juste faire en sorte que ces entreprises, pendant un temps précis d'exploitation, puissent avoir des marchés de l'entreprise multinationale parce qu'elles profiteraient du contenu local qui fait en sorte qu'elles auraient peut-être une préférence nationale en matière d'approvisionnement et que les incomes qu'elles auraient engrangés tout au long de cette exploitation n'est pas servi à véritablement développer un secteur économique ou un secteur de sous-traitance efficace. Donc, moi, ma théorie serait de dire qu'il est mieux que la multinationale non pas donne de l'argent à l'État, mais qu'elle investisse dans le développement véritablement des entreprises locales en prenant des participations, en y apportant la technicité, les technologies de gestion aux normes pour faire de ces entreprises des véritables leviers de développement. Alors, donc, aider ces entreprises à se développer, à sortir justement de l'étape où elles sont, de la phase où elles sont, à aller dans des phases un peu plus, je veux dire, un peu plus internationales pour répondre et concurrencer justement les autres entreprises de même secteur sur le plan international. Il y a des entreprises de sous-traitance qui ont des capacités internationales et on peut très bien avoir des entreprises africaines qui sont des parfaites sous-traitantes en matière minière et pétrolière pour justement concurrencer avec ces entreprises. Mais il faudrait encore qu'elles soient véritablement accompagnées et qu'elles aient dans leur actionnariat des personnes qui leur apportent, je veux dire, la technologie dans tous les secteurs de gestion pour que ce soit des entreprises compétitives. Et là, effectivement, on aura des petits champions dans différents secteurs qui vont entraîner d'autres petits champions et qui vont aider au développement de tout un secteur et voire de toute une économie nationale. C'est mon avis. Je pense que la méthode aujourd'hui ne marche pas et je crains qu'elle ne marche pas dans 15-20 ans, malheureusement. D'accord. On vous remercie pour ces contributions très constructives. Vous voyez, ça suscite des débats, ça nous amène à réfléchir davantage, voir quelle est la meilleure formule pour la promotion et la mise en œuvre en Afrique. Alors, nous sommes à 7 minutes de la fin de l'heure. Je crois que je vais passer la parole au Dr Wilson. Bien, prof, merci. Vraiment, on va juste vous dire merci. On est très heureux. On a passé 2 bonnes semaines de discussion. Jusqu'à la dernière minute, les réflexions continuent. Ça montre que c'est vraiment le cœur, je crois que c'est le cœur même de notre discipline là. Certainement parce que c'est l'un des plus gros enjeux pour les pays miniers africains. La question du contenu local et donc des retombées effectivement de l'exploitation minière sur les économies, leur économie et la société en transformation. Donc, vraiment, merci. On est très, très content de vous avoir eu. Voilà. Je m'excuse, professeur, pour mon absence hier à réunion de famille suite à un décès, donc je n'ai pas pu être là avec vous hier. Je me rattraperai par la fiche. C'est pas grave, merci. Et mes salutations à monsieur le bâtonnier. Excusez-moi, nous avons nos usages entre avocats. Oui. Je me dois de saluer mon bâtonnier avant qu'il le fasse.
Non, merci beaucoup. J'étais très attentif. J'ai dû vraiment bénéficier de beaucoup d'expérience. Donc, je dis aussi merci vraiment au professeur Mathurin. Donc, c'est exceptionnel. Hein? Merci beaucoup. C'est vraiment limpide. Je crois qu'on pourra toujours garder contact et continuer à les déranger autrement. Parce que vraiment, on a notre canal, oui. Tout à et fait, on monsieur espère le qu'on aura aussi le support, oui. Comme vous le dites, on peut garder le contact d'une autre manière. Donc. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, surtout ça. Nous avons le docteur Tchadmeni qui est un parfait relais, donc je pense qu'on ne vous perdra pas, professeur. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur, avant de vous laisser partir, vous voyez, on ne veut pas vous lâcher. Hein. Pas du tout. Je plaide, hein, je plaide vraiment pour que le hasard a voulu qu'on se retrouve. Ce serait dommage qu'on se sépare sans prévoir, je ne sais pas, parce que l'idée que j'ai derrière la tête, c'est peut-être est-il venu le moment de monter un petit, pas nécessairement un petit mémo, peut-être un petit guide à l'attention des décideurs. C'est parce que si nous, on ne fait rien, ce n'est pas sûr que les générations à venir, avant 50 ans, le feront. Oui. On a la chance d'avoir étudié sur plusieurs continents. On a une, comment dirais-je, une intelligence d'affaires qu'on a fini par développer parce qu'on a été au contact de plusieurs cultures juridiques, anglo-saxonnes, germano-romaniques. Et je pense qu'on est capable de fournir à l'Afrique un outil sui generis pour lui permettre, n'est-ce pas, de décoller. Je ne pense pas que nos hommes politiques, c'est des politiciens, ce n'est pas des techniciens du droit. Et il est un peu de notre devoir de leur montrer le chemin. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais c'est parce que c'est ça la réalité. Le droit organise la société. Donc, je me questionne, professeur, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on monte une sorte de conseil de veille juridique? Oui. Maintenant, est-ce que ça va nécessiter des rencontres, je ne sais pas, peut-être trimestrielles, pour être beaucoup plus réaliste, qu'on puisse avancer sur des thèmes? À un moment donné, je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'éveillé au Conseil des ministres qui va réagir. Voilà. Donc c'est parce qu'avec les réseaux sociaux, on est si proche, mais on est si loin. Donc, je me méfie. Donc, je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas imaginer un mécanisme de fonctionnement qui nous permettrait de nous rassembler virtuellement une fois par trimestre et dans l'intervalle, qu'on puisse avancer, n'est-ce pas, sur des thèmes, prévoir, je ne sais pas, peut-être pas nécessairement un ouvrage, mais un guide, voilà, qui peut être révisé aux 2 ans, aux 3 ans, voilà. Donc, comme vous êtes le chef d'orchestre, ouais. C'est une très bonne idée, mais je crois que le docteur Robinson serait preneur parce que je crois qu'il avait déjà émis une idée comme celle-là lors des précédents enseignements. Je crois qu'on doit continuer à mûrir la réflexion pour voir ce que ça donne. On peut bien faire contenu local dans les pays miniers africains et puis ça fait un ouvrage collectif du genre avec les expériences des différents pays. Voilà, c'est une bonne idée. Tout à fait. Et d'ailleurs, le docteur Robinson a par le passé édité un ouvrage qui porte également sur le secteur minier. Ce serait un autre ouvrage. Ce serait une Ben, écoutez, compte tenu de l'intérêt que je vois là, je crois qu'on va y réfléchir. on va y réfléchir, mais je vois déjà un intérêt certain. Je vois un intérêt certain pour les participants, mais aussi pour nos pays, pour nos États. Voilà. Créer un véritable bloc de réflexion du contenu local dans les pays miniers africains et produire des idées, des avis, éventuellement des suggestions aux décideurs, ça pourrait être une belle plateforme et un bel outil de décision pour les politiques.
si nous y arrivons. En tout cas, j'ai bien capté ça et puis on va essayer de transformer. C'est super. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, voilà ce que ça donne quand les géants se rencontrent, hein, ça produit. Voilà ce que ça produit. Bien sûr. Oui. Excellent. Vraiment, merci, prof. Merci, la classe. On continue notre apprentissage. Oui, tout à fait. Merci. Bon week-end à tout le monde. Tout à fait, merci.